T'aimes beaucoup le mot libre. Genre, c'est un concept de liberté, tu vois. Ouais, c'est le but un peu. Mais après, la liberté en tant qu'entrepreneur, c'est un peu paradoxal parce que t'as toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire que t'es pas du tout libre quand tu crées ta boîte au début et que tu as 30 000 € à rembourser, que tu as tes fournisseurs qui attendent que tu les payes et tu as des clients qui attendent que tu leur répondes parce qu'ils ont besoin de ça ou ça. Tu vois, t'es pas du tout libre parce que tu as au moins 3 personnes qui t'oppressent. Tu vois. Donc tu es libre seulement quand je pense que tu as réussi ton entreprise et que tu peux te dire moi ma passion c'est ça, voilà, donc j'ai envie d'entreprendre dans ce domaine, donc je vais faire ça et finalement je m'en fous de gagner de l'argent, je m'en fous d'être hyper riche, j'ai juste envie de réussir là-dedans. Là c'est pas, enfin waouh. Entreprendre, c'est simple, mais c'est pas facile. Alors ouais, ça fait un peu phrase de philosophe de merde ou philosophe de bar, un peu nul, mais bref, t'inquiète, garde-le bien en tête, et à la fin, tout va prendre son sens. On va commencer très simple. Déjà, bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, et j'entreprends de créer un média. On va faire simple. Et en gros, gérer des projets, j'ai déjà géré des assos, j'ai déjà fait gérer des projets, mais j'avais jamais vraiment créé de boîte, créer d'entreprise, et ça me faisait vraiment peur, tu vois. Enfin, tu sais, la peur d'aller à la mairie ou d'aller à l'URSSAF et de dire yo les pélos. Du coup, c'est vraiment moi qui suis entrepreneur, j'entreprends là. Donc là, vraiment, je suis ok, yes, ok, non, mais s'il y a des problèmes, c'est pour ma gueule, ouais, c'est ça, ok, top, non, mais juste au cas où. Et j'avais extrêmement peur, tu vois. Et donc, du coup, je me suis rapproché de gens qui, eux, ont lancé des projets, qui ont lancé des boîtes, etc. Et qui étaient en temps des amis proches. Et à chaque fois que j'allais voir une de ces personnes. Pour moi, j'avais ce mythe de la personne qui lève des millions pour sa boîte, qui travaille, qui fait tout seul, hein, vraiment qui s'associe avec personne, qui est là juste pour être seul face au vent, face aux marées, juste pour tout vaincre, tu vois. Et aussi qui faisait de la tech. Enfin vraiment un entrepreneur, pour moi, c'était quelqu'un qui faisait de la tech, qui faisait que de la technologie, qui lançait des applications, des sites web. Pour moi, si genre j'avais pas autre idée que genre ok, un gérant de boutique, un mec qui lance sa boutique, c'est pas un entrepreneur, tu vois. Genre, alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, à chaque fois que j'allais voir un entrepreneur ou une entrepreneuse, tu vois, et que genre, je commençais l'interview, j'étais vraiment un peu mal à l'aise, tu vois, parce que pour moi, c'est des gens qui m'impressionnent de lancer des projets comme ça, qui prennent autant de risques, tu vois, et qui font ça tout seul. Et alors que, quand tu regardes de plus près, il y a beaucoup de choses qui changent. Du coup, on en a parlé un peu avant. Est-ce que tu veux me décrire le mythe de l'entrepreneur ? Est-ce que toi, t'en as eu quand t'as commencé ? Ouais. Est-ce que t'en as maintenant ? Ouais, ça c'est une bonne question aussi parce que il y a vraiment un mythe autour de la question de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneur en France. Les clichés des entrepreneurs en ce moment, c'est horrible. On communique vachement sur ce mythe-là de l'entrepreneur qui trouve un problème sur un marché, qui développe dans son garage sa solution, puis qui la commercialise et puis ça marche et voilà, il lève des millions d'euros. Vu que je pense qu'en ce moment, c'est une mode un peu d'entreprendre, enfin voilà. Du coup, y a plein de clichés d'entrepreneurs qui parlent le franglais et qui font des conf calls, etc. Il y a une part de réalité là-dedans, parce que oui, tu appelles des gens, tu fais des calls et tu fais des meetings, etc. Et que tu es un jeune de la Startup Nation, etc. et que tu as des ambitions. Donc c'est hyper cliché et c'est dommage, parce qu'en vrai, je pense que ça freine certaines personnes. Moi, j'essaie vachement de m'en détacher aujourd'hui de cette vision de l'entrepreneuriat tech, parce que je pense que c'est pas la seule. Et parce que je pense qu'elle convient pas à tout le monde et que le fait de prôner que cette vision-là, ça fait aussi que beaucoup d'étudiants et de jeunes diplômés s'engouffrent un peu dans cette voie, alors qu'en fait, il y a 10 000 façons d'entreprendre.
tellement long. Bah du coup, faut que je me lève, faut que je parte à 7h10. Oh my god, faut que je me lève à 6h30. Il est actuellement, j'espère qu'il arrive, il est 7h14, je suis actuellement en retard pour mon premier travail, je suis la merde, je suis réveillé, il est 7h, mon réveil devait me réveiller à 6h30, et que là, vraiment je me suis réveillé 10 minutes, hein, faut que je me dépêche. Putain, pourquoi je parle sur la caméra, faut que je cours. Au premier stade qui a commencé, genre commence pas, genre qu'est-ce que tu me dirais? C'est compliqué parce que si je dois juste lui donner quelque chose mais que j'ai pas le droit de lui filer typiquement les connaissances que j'ai, juste je lui dis go ou no go, c'est ça? Non, je dirais no go. Je sais pas, c'est compliqué parce que c'est la chose la plus excitante que j'ai jamais fait pour le coup. Genre, je regarde absolument pas, mais c'est aussi la chose la plus dure. Et que ma vie aurait été bien plus simple si je me l'étais coulé douce pendant encore pas mal de temps à l'IESEG. Donc, je sais pas, c'est compliqué à dire. Parce que ça vend du rêve, tu vois, de dire ouais, je vais monter une startup, ça vend du rêve, mais au final, oui, peut-être pas forcément, quoi. Bah surtout que déjà, il y en a énormément qui veulent monter des projets, mais je pense qu'ils n'ont pas encore ni la réelle motivation, ni vraiment le déclic en fait, parce que je pense que c'est plus un déclic, on se dit, bon vas-y, j'ai un peu rien à perdre pendant mes études, je m'en fous un peu, c'est un peu, je pense, un caractère un peu rebelle, et du coup, bah vas-y, je lance, je teste, et tu testes, disons, quelques mois. Je pense que c'est important au début de se laisser un peu, se dire, vas-y, si dans 6 mois, j'ai pas fait ça, j'abandonne, parce que du coup, j'aurais pas rempli mes objectifs, ça veut peut-être dire que mon idée, elle marche pas. Au tout début, j'étais dans mon club canin, et puis il y a plein de personnes qui m'ont vu donner des trucs à mes chiens, et du coup, qui m'ont posé la question. Enfin, voilà, j'ai commencé à leur en donner, même pas à leur vendre, à leur en donner. Puis au fur et à mesure, on m'a dit, mais non, mais tu passes du temps, enfin voilà, on va te l'acheter. Après, pendant les 3 premiers mois, j'ai fait des stands sur des événements de mon club, et des événements de club amis. Et puis à un moment donné où j'ai vu qu'il y avait une vraie demande. Dans l'atelier justement de maman, il y avait des œuvres qui étaient dans des cartons, parce qu'à un moment, elle pouvait pas en accrocher partout. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que ces œuvres soient enfermées dans des cartons et qu'elles soient pas accrochées. Je débute mon année d'alternance en septembre chez Accenture dans le conseil. Je suis à distance aussi. Et là, on m'annonce que les cours vont être à distance. Et là, je suis en mode putain, ça m'énerve, quoi. C'est trop chiant. Voilà, je me fais baiser parce que je peux pas voir les gens. Je suis coincé chez mes parents. Et je me disais, ok, il faut essayer de voir une opportunité là-dedans. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un nouveau réseau social. Du coup, déjà, le premier objectif, quand moi j'ai commencé Gusto, c'était se faire accepter par l'incubateur de l'IESEG et en gros, un peu que quelqu'un valide mon idée, comme quoi elle est faisable. Et je pense que ce qui m'a fait passer le cap, c'est que j'ai 3 clients avec qui je m'étais liée d'amitié du coup, sur la première boîte qui m'ont dit « mais nous, on a trop besoin de ce que tu fais, c'est exactement ce qu'il nous faut ». Et donc j'ai réfléchi, j'ai discuté avec d'autres artistes et je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes étaient dans ce cas-là, donc avec un gros stock et pas forcément de possibilités pour les exposer. Et ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, l'art, ça peut être accessible et c'est justement ce que je veux faire avec The Art Cycle, c'est sortir les œuvres des ateliers des artistes pour les mettre chez les particuliers à un coût abordable. Donc j'ai commencé à créer des vidéos. Assez rapidement, j'ai vu que ça prenait et au bout de 2 mois, j'avais déjà 50 000 abonnés. Là maintenant, ça fait peut-être un peu plus de 4 mois et je suis à 110 000 abonnés. Et là, elles m'ont dit non, mais nous, on a 200 adhérents, c'est 200 éducateurs. Tout le truc, ça peut cartonner parce qu'on en a besoin. Parce qu'on trouve rien de similaire et parce qu'il y a un vrai besoin des chiens aujourd'hui. En fait, assez rapidement, j'ai rencontré mes 2 associés qui étaient aussi créateurs de contenu sur la plateforme, Hugo et Adrien. Et on échangeait, on était tous les deux, on avait déjà eu quelques expériences entrepreneuriales pas très réussies. Et voilà, on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer une agence en fait. Tous les 6 mois, je me remettais un peu des nouveaux objectifs pour pouvoir un peu avancer. Et je me souviens que le dernier objectif que je me suis mis, c'était que si fin 2020, j'avais pas atteint mes objectifs, j'arrêtais vraiment pour de bons Gusto. Tu vois. C'est ce qu'on a fait parce qu'on avait déjà une expertise de la plateforme qu'en fait personne n'avait. Genre on voyait les marques, ce qu'elles faisaient sur TikTok, c'était pas ça en fait.
c'était le même type de contenu institutionnel qu'on a à la télé ou sur Insta. Elles faisaient pas de contenu organique, c'est-à-dire qu'elles publiaient pas sur leur compte en faisant de la créa de contenu, tu vois, du contenu qui partage de la valeur, qui est créatif, ce qu'on doit voir sur TikTok. Et donc on s'est dit merde, mais nous on comprend un truc que les marques comprennent pas et que les agences ont pas envie encore de comprendre. Et tu vois, ce qui match toutes ces interviews, c'est que chacune de ces personnes a trouvé une demande, a trouvé un besoin qu'une certaine population ou qu'une certaine niche avait besoin, tu vois. Il a besoin d'avoir un besoin pour que ton business marche, tu vois. Et oui, ça fait très phrase de merde, on est d'accord. Tu peux pas juste avoir la meilleure volonté au monde et juste dire, ok, bah moi j'ai envie de faire ça, ok, mais est-ce que tu vas gagner ta vie avec ça ? C'est compliqué, tu vois. Après, ça dépend vraiment de si tu veux vivre de ton business ou pas. Si tu veux vivre, par exemple, de ton média, de ta boutique, de ta marque ou même de ton entreprise, tu as besoin d'avoir une demande, tu as besoin d'avoir un besoin, tu vois. Pour Venture Orbital Systems, pour Stan, tu vois, c'était de développer un nanolanceur, tu vois. Pour The Art Cycle, c'était donner accès aux œuvres d'art aux particuliers, tu vois. Pour Gusto, c'était donner l'accès à des plats de traiteur à n'importe qui, tu vois, à travers un frigo intelligent, tu vois. Et ça, c'est que le début. Quand tu as trouvé ta demande, tu dois implémenter ton business, créer l'organisation de ton business, et ça, c'est super compliqué, tu vois. Ça peut paraître simple comment je le dis, parce que du coup, il y a eu un aboutissement qui a été fait. Mais dans les faits, c'est pas aussi simple. C'est important de prendre des risques, mais de les mesurer, quoi. Toujours. Après, il faut pas non plus que ces risques t'emmènent dans l'inaction. Enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, mais putain, j'ai peur de me lancer, machin, et qui n'avaient pas les bons arguments. Pour moi, les seuls arguments de si tu dois te lancer ou pas, en plus de si ton projet peut fonctionner ou pas, hein, mais ça c'est un autre sujet. C'est pas parce que tu veux être ton propre boss, c'est pas parce que tu veux faire plein d'argent, c'est pas des mauvaises raisons, tu vois, mais si pour toi tu veux pas te lancer parce que t'as peur de pas réussir, c'est pas une vraie raison. C'est que le problème il vient pas de là, c'est pas la question qu'il faut se poser. La seule question qu'il faut se poser si tu te lances, c'est est-ce que j'ai les moyens de vivre déjà avec ton projet, premièrement, est-ce que j'ai les moyens de vivre? Est-ce que j'ai les moyens de survivre si mon projet se plante? Genre le plus douloureux, c'est genre la durée, tu vois. Genre, au départ, tu te dis, ouais, peut-être que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, et peut-être que ça va marcher. C'est interminable. C'est interminable. Comme je te disais tout à l'heure, au début, du coup, ça a commencé en janvier 2019. Après, donc c'était le frigo. Je lance 6 mois après, du coup, à l'IESEG. Et après, du coup, 6 mois après, je décide de pivoter parce que je me rends compte que ça va pas du tout. Et du coup, je te l'ai dit, hein, mais la première deadline pour la finalisation de la technologie, c'était en mai, puis ça a été déplacé en été, ça a été déplacé en septembre, ça a été déplacé en novembre, et aujourd'hui, on parle de début janvier, et donc si ça se trouve, ça n'a jamais de fin, et on ira jusqu'au bout à développer cette technologie, on n'y arrivera jamais, tu vois. Là, en fait, on sait même pas encore si ça va vraiment marcher, quoi. C'est un marathon, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est plus, je pense, un marathon, plutôt qu'un sprint qui va durer 1 ou 2 ans. Et donc, du coup, je pense que c'est bien de trouver le bon équilibre aussi tout au long de la durée de vie de ton projet et des phases de croissance et des phases de consolidation. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'entrepreneuriat qui te disent ouais, tu vas voir, quand tu deviens entrepreneur, t'es libre, tu fais ce que tu veux, tu crées des choses à ton image, c'est incroyable et tout. Et il y a énormément de belles choses, mais il faut pas oublier que l'entrepreneuriat, en tout cas quand c'est monter ta boîte, c'est au dépend d'une stabilité que peut t'offrir un CDI par exemple. Le projet peut se planter, on ne sait jamais. Toutes les statistiques sont contre moi. Et je le sais, et j'ai pris ces risques. Mais j'ai de la chance de vivre avec une famille très aisée. Je suis pas dans le besoin. Donc j'ai cette chance-là, hein, ce qui fait que les risques que j'ai pris, beaucoup peuvent pas le prendre. Même dans mon équipe. C'est pour ça que certains n'ont pas pu nous rejoindre avant qu'on puisse les rémunérer, ce qui est normal. C'était pas pareil, mais là c'était plus une prise de conscience et de se dire waouh, putain, en fait là je suis dans un truc tu vois, sérieux, faut que je fasse gaffe. Parce qu'en effet, tu vois, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, t'as pas ta retraite. L'assurance maladie, c'est un peu différent. Tu vois, t'as quand même. Et puis si ton projet fonctionne pas, t'as plus d'entrée d'argent. Il y a trop tendance, les gens ont trop tendance à oublier la partie économique de l'équation en fait. C'est super risqué. Si tu peux foutre ta vie en l'air en
en faisant le mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est de partir sur un projet qui va peut-être pas fonctionner. C'est H24, tu penses à ta boîte et tu penses à ce que tu crées et tu te dis comment est-ce que je vais réussir à aller plus loin, comment est-ce que je vais réussir à faire grandir le truc. Donc c'est beaucoup d'angoisse aussi, honnêtement. Ça te trotte dans la tête toute la journée et ça s'arrête rarement, enfin ça s'arrête presque jamais quoi. Et ça il faut l'avoir en tête. Après, c'est pas douloureux dans le sens où je pense que si t'as la personnalité qui va avec l'entrepreneuriat, si t'es fait pour être un entrepreneur, tu seras bien mieux là que en CDI ou n'importe ou d'autres quoi. Mais il faut pas oublier que voilà quoi, il y a des choses, il y a des sacrifices à faire quand tu choisis ça. Si tu te sens prêt à 20 ans, à 18 ans ou bien à 70 ans, si tu te sens prêt, il faut juste bien se sentir prêt et pas perdre son temps à travailler pendant 2 ans sur un projet qui finalement en fait va un peu aller nulle part. Se fixer un maximum d'objectifs au plus tôt, comme ça arrêter au cas où s'il y a quelque chose qui va pas dans le projet quoi. Parce que il y a quoi, une chance sur 100 peut-être que tu réussisses, donc c'est sûr que ça serait con de passer des années à essayer à être dans cette 99% des personnes qui vont pas réussir. Vaut mieux, je pense, arrêter au plus tôt et relancer quelque chose. Et puis, tu auras plus de probabilité, je pense, à relancer 10 projets avec 1% de chance que lancer un projet avec 1% de chance sur 10 ans, tu vois. Tu penses que pour être entrepreneur, il faut être perfectionniste? Non, parce qu'il faut faire des compromis. Ça fait beaucoup là? Tout le temps. Tu peux pas être. Enfin, je pense que c'est important, hein, c'est une bonne qualité d'être perfectionniste, mais il y a un moment où typiquement, tu peux pas être perfectionniste sur tout. Sinon, ça te fait juste perdre du temps. Par contre, mec, bon, c'est beau discours comme quoi faut lancer au plus vite, peu importe. Enfin, lancer ton MVP au plus vite. MVP, c'est. Minimum Viable Product. Ah oui, putain, oui. Donc, toujours la bêta. Là. Voilà. Et bah ça, gros, je l'ai appliqué du coup avec l'ISEG. Du coup, en 5 mois, j'ai acheté une techno, j'ai fait ça, hop, je l'ai mis. Ça, gros, c'est ouf parce que du coup, en 6 mois, t'as la réponse sur ton idée et tu sais si ça va marcher ou pas. Tu dois rendre des choses de qualité. C'est l'image de ta boîte, c'est ton futur. Mais il y a perfectionniste et perfectionniste. Typiquement, il y a un moment où les choses doivent être faites. Ouais. Et si t'es trop perfectionniste, elles seront jamais faites. Faut que je me confesse. Un jour, on m'a demandé, Hugo, est-ce que tu peux faire un live? Et je savais pas faire ce live en particulier, genre. J'avais déjà fait des lives, tu vois. Des lives en mode une webcam, une petite caméra, chill, tu vois. Mais là, on demandait un live avec 4 micros, 2 caméras, des changements des changements de texte. Vraiment un truc super complexe, tu vois. À un moment, je me suis dit, est-ce que je dis que je sais faire et j'apprends sur le tas? Ou est-ce que je dis, non, je sais pas faire et genre, ils vont se démerder et ils vont pas trouver, bref. Et j'ai fini par dire, oui, je sais faire des lives. Alors, j'ai pas mytho, tu vois, mais c'est pas, je suis pas expert en live, tu vois. Donc j'ai dû apprendre sur le tas. Désolé Lucie. J'ai dû apprendre sur le tas, tu vois. Et là, du coup, je vais voir. J'ai fait des lives, j'ai fait 1 milliard de tests, j'ai fait ça, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Mais sur le jour J, là, c'était parfait, tu vois. C'est pas bullshit, mais il faut juste dire, ok, bon, je vais apprendre sur le tas, quoi. Si vous avez une opportunité en or, client machin, et que vous savez pas faire ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Enfin, acceptez, puis vous démerdez, vous trouverez pendant le truc comment est-ce que vous pouvez le faire. Parce que si t'as une opportunité dans ta vie qui permet de faire des choses dingues, faut y aller, et même si tu sais pas comment faire. Mais c'est pas fake it until you make it. Non, c'est entre les deux. Il y a fake it et fake it. Hein. Il y a des gens qui fake vraiment, et il y a, on sait quel chemin on va prendre, mais on sait pas exactement comment est-ce qu'on va manufacturer nos vannes dans 4 ans. On s'en tape. C'est-à-dire que le fake it till you make it, ça fonctionne, mais il faut avoir une gestion des risques. Si tu connais pas tes risques, et que tu fake it till you make it, tu vas juste te planter. Parce que tu vas te dire, ah non, en fait, fallait faire ça. C'est juste un an trop tard, tu vois. Donc il faut fake it till you make it en ayant la connaissance parfaite. Et il faut rester honnête. Tu peux pas mentir sur tes clients. Tu peux pas mentir sur ton volume d'affaires. Tu peux pas mentir sur ta technologie. Tu peux améliorer, tu peux survendre. Tu peux pas mentir. Je dirais go quand même, parce que ça serait con. Ouais. Je dirais go en vrai. Ouais, je dirais go. Je dirais go au stand d'avant. Et je dirais go, et puis par contre, je lui souhaiterais bon courage. Je dirais par contre, c'est pas aussi simple que tu pensais, mec.
Ce qui est pas facile aussi, c'est la différence par rapport aux autres étudiants. Comment tu dis ça, t'es pas... Tu le dis pas. Tu dis pas? Tu le dis pas. Et personne t'aime pour ça. Personne t'a appris à autant t'exposer, à autant te prendre plein la gueule